C'est bon, c'est Et lancé. super, l'enregistrement est lancé. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Pour cette 7e jour, semaine sécurité des patients, nous avons voulu faire ces webinaires en amont de la semaine sécurité patient, un jour un outil en amont donc de la semaine sécurité qui se passe donc la semaine la 3e semaine de novembre, semaine sécurité nationale. Donc, pour le moment, les micros, caméras sont coupés. Au tiers de ce webinaire, on vous laissera la possibilité après d'intervenir pour toute question. Je serai rejoint, donc il nous a rejoint. Je serai rejoint par le docteur Christophe de Cohen, expert visiteur et anesthésiste, qui viendra aussi intervenir notamment sur les grilles et comprendre aussi la mise en place notamment du chariot d'urgence, comment on le gère, comment il s'utilise et les simulations. Les outils, donc le webinaire, le replay et les outils seront mis à disposition sur notre site internet et totalement téléchargeables. Et après, vous adapterez l'outil sur votre établissement. Un jour, un outil, c'est un nouveau format qu'on a voulu au niveau du réseau santé qualité, un nouveau format pour l'ensemble des utilisateurs à destination des professionnels de santé et des services qualité. Et puis, on a travaillé essentiellement sur des thématiques et notamment sur les impératifs HAS, mais pas que, mais aussi sur des critères sur lesquels, parfois, des fois, certains établissements pouvaient être en difficulté sur la compréhension des objectifs à atteindre au niveau de la Haute Autorité de Santé. Nous sommes ici donc gérer le chariot d'urgence, donc vous retrouverez sur notre site l'implication des représentants usagers dans la semaine sécurité patient qui s'est déroulée le 26. Le 9 octobre, nous avons fait les incontournables du CREX. Les outils SOMP sont disponibles et téléchargeables en version modifiable. Pourquoi le médicament à risque est-il aussi méchant? Pareil, disponible sur notre site internet. Le 11 octobre, nous avons fait un point sur l'identito-vigilance, le bon soin aux beaux patients. Quiz, entre autres, quiz et tests sont aussi en ligne sur notre site. Éthique et certification, avec une grille d'auto-évaluation. Vendredi 13 octobre, nous avons fait un point sur la maltraitance et le témoignage de pratiques professionnelles avec accès à des vidéos que vous pouvez utiliser après avec vos équipes et discuter aujourd'hui sur le chariot d'urgence. Donc voilà, nous nous retrouverons à la fin, vous verrez, pour le prix aussi qualité, le prix qualité régional. Alors, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler comment maîtriser la prise en charge des urgences vitales dans l'enceinte de son établissement. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions, notamment lorsque ce critère est sorti au niveau de la Haute Autorité de Santé. Donc, nous allons faire le point sur ce critère. Très rapidement, nous ferons un point côté certification, focus donc sur ce critère qui est un critère impératif, le 3.6-05. Et derrière, à chaque point clé, nous laisserons place aux échanges et notamment avec le docteur De Cohen, médecin anesthésiste, mais aussi expert visiteur. Avant de commencer, nous avons l'ensemble de nos supports et webinaires. On s'appuie essentiellement sur les outils de la HAS, sur les bonnes pratiques, le manuel de certification, des entretiens avec des experts visiteurs. Vous retrouverez aussi nos fiches pédagogiques, des forums aux questions de l'HAS. Et puis ici, outils d'appropriation, nous avons mis ici les liens directement pour pouvoir vous connecter. Enfin, l'ensemble de ce support est issu de groupes de travail, notamment celui de la FORAP, auquel on est associé au niveau national. Alors ce référentiel, c'est assez facile, on ne va pas refaire. On est reparti, nous, du manuel de certification avec notamment le fameux critère impératif côté établissement. Je vous rappelle que ce manuel de certification est constitué de 3 chapitres. Un chapitre patient, qui est le chapitre 1. Dès qu'on voit le 1, ça veut dire le patient. L'objectif est essentiellement tourné vers le patient. Le 2, les objectifs à atteindre. Le chapitre 2 sont tournés vers les équipes. Et ce qui nous intéresse ici, notamment la maîtrise du chariot d'urgence et des urgences vitales au sein de l'établissement. Donc, on est sur le chapitre 3 et notamment ce fameux critère, l'établissement dispose d'une réponse adaptée opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté. Pour le moment, dans la version 2023, c'est la page 170 du manuel.
Quand vous travaillez notamment, ce critère, hein, il convient aussi de regarder, aussi, des critères, ce qu'on appelle des critères cousins qui sont dans le chapitre 2 et notamment sur les équipes de soins et notamment sur les prises en charge des urgences vitales. Les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique. On y reviendra après, notamment sur tester son chariot d'urgence, la partie, simulation et cetera, et vous verrez le docteur de Cohen, vous en parlera. Donc, côté équipe de soins, on va essentiellement aussi au niveau HAD, vous verrez, hein, on fera un petit focus côté, HAD avec, les, quelques spécificités, notamment dans la grille d'évaluation. Et puis un autre critère aussi, sur les urgences vitales, sur lequel un autre critère cousin qu'il faut regarder, les équipes maîtrisent les risques d'hémorragie du postpartum immédiat. On parlera aussi, de tout ce qui est code rouge. Hem, donc à ce niveau-là, aussi, le critère sur les urgences vitales, intra-hospitalières sont associés aussi à ces 2 critères. Donc un critère standard et notamment un critère impératif sur l'hémorragie postpartum. Et donc là, ce qui nous concerne, dans le chapitre 3, l'établissement de santé, on est bien sûr les prises en charge des urgences vitales avec 7 objectifs et notamment un objectif central. L'établissement dispose d'une réponse adaptée opérationnelle aux risques qu'il peut être confronté. Sur l'ensemble des 17 critères impératifs, ici, on retrouvera ici notamment la prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l'enceinte de l'établissement. Ce sera l'objet de notre discussion. On vous rappelle, hein, notamment dans le cadre des critères impératifs, l'AHS dit effectivement que ces critères impératifs, que vous retrouvez d'ailleurs en rouge dans le manuel de certification, ce sont des choses qu'on ne veut plus voir au sein de l'établissement de santé et donc que l'établissement doit maîtriser totalement. On vous rappelle aussi que si une évaluation sur l'un de ces critères est négative, hein, et péjorative, l'HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement. À ce moment-là est déclenchée ce qu'on appelle une fiche anomalie. Et cette fiche anomalie est déclenchée si il y a un impact sur le patient et ou s'il y a des pratiques inhabituelles ou une méconnaissance de l'établissement sur ce risque, ou alors une non-intégration de ce risque dans l'analyse, et puis derrière, carrément hein, des mesures conservatoires qui n'ont pas été enclenchées. Pour vous aider, on vous a remis l'ensemble, des fiches pédagogiques, notamment ici, hein, sur le dossier patient, notamment pour le suivi, et puis ici, pardon, en rouge, pardon, c'est les nouvelles, fiches impératives et vous retrouvez l'ensemble, des fiches FORAP dont, sur le chariot d'urgence et la gestion, des urgences ici vitales, l'évaluation de la prise en charge vitale au sein de l'établissement. On va parler maintenant des attendus de la Haute Autorité de Santé. Ce sera, l'objet d'un dialogue à 2 voix avec le docteur de Cohen et moi-même et après je laisserai la parole au docteur de Cohen. Alors, le critère, hein, les objectifs à atteindre, on est bien sur ce critère impératif 3.6-05, la prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l'enceinte de l'établissement. On vous rappelle que lorsque vous prenez un critère du manuel de certification, ici, sur la partie droite, ici, vous avez donc les références de la Haute Autorité de Santé avec les références de l'HAS sur les bonnes pratiques et les recommandations et notamment ici, hein, vous verrez les simulations santé et gestion des risques. Les références légales et réglementaires, notamment l'article 1110-5 ainsi que, différentes circulaires et puis derrière les autres références, notamment celle de l'ASFAR, la Société française d'anesthésie et de réanimation. Donc, lorsque vous constituez votre groupe de travail, votre comité de pilotage sur les urgences vitales intra-hospitalières, il faut absolument, s'emparer ici de ces références et de ces critères et bien relire ce qu'ils nous attend d'un point de vue, réglementaire. Sur ce fameux, critère ici, hein, ce critère, au niveau, périmètre, il concerne tous les secteurs de soins. Ça le commence dès l'accueil et le bureau des entrées, mais aussi au niveau des couloirs, hein, des espaces communs à l'ensemble, aussi bien pour, les personnes hospitalisées que les familles. C'est donc l'ensemble de l'enceinte de l'établissement pour tout public et ça concerne tout le monde, du patient, des soignants et des visiteurs. Ensuite, l'objectif, toute urgence vitale de patient, du public, de professionnels dans l'enceinte de l'établissement est prise en charge rapidement par les professionnels compétents. En termes de définition, donc, il faudra définir au sein de votre établissement l'urgence vitale comme arrêt cardio-respiratoire ou défaillance aiguë vitale.
Et puis aussi s'assurer notamment que les professionnels soient formés, et notamment en termes de compétences et de réactivité. Et donc, il faut refaire le lien avec l'ASFAR. Alors, je ne sais pas, Monsieur De Cohen, vous êtes connecté, Christophe? Oui, oui. Ouais. Vous avez des choses à ajouter, notamment sur cette première partie? Non, simplement, faire comprendre parce que souvent les gens comprennent pas bien pourquoi il y a cette urgence vitale, pourquoi il est nécessaire d'avoir un numéro d'appel. Tout ça sont des choses qui sont basées sur le fait qu'il y a une quinzaine d'années, on s'est rendu compte que, quand on faisait, un infarctus dans la rue, le SAMU, il était présent dans les 10 minutes et quand on faisait un malaise à l'hôpital, tout le monde tournait la tête ou presque, alors qu'on avait à l'hôpital des personnels censés être quand même compétents pour la prise en charge de ces urgences vitales. Donc c'est de là que vient cette mise en place de cette urgence vitale dans les établissements de santé. Il ne faut pas perdre de vue ce point-là, hein, Mmh. et donc ça veut dire c'est pour tout le monde. Voilà. Mmh mh. Bon, c'est le seul petit point que je vais rajouter. Merci. Côté, éléments d'évaluation, hein, vous voyez, ce que va évaluer au niveau de la HAS, 2 points, une évaluation côté gouvernance et une évaluation côté professionnel. Côté donc gouvernance, donc là, on est sur la première partie du référentiel. Côté gouvernance, effectivement, vous devez mettre en place au sein de votre établissement un comité de pilotage ou un copil ou un groupe de travail, peu importe l'appellation, mais un groupe notamment qui valide. Alors il faut absolument, hein, trace de compte rendu pour, bien marquer et faire valider collectivement. Et donc, il faut que cette composition, ce groupe de travail, ce comité de pilotage, la composition soit pluridisciplinaire, notamment, médecins, pharmaciens, cadres de santé, IDE, IAD, et cetera, administratifs, mais aussi tous les professionnels qui sont attraits au niveau du système d'information du dossier patient. Il va falloir définir au sein de ce groupe de travail, définir l'urgence vitale intra-hospitalière. Alors, il a été noté en amont, hein, mais que tout le monde soit bien d'accord avec, la définition, de l'urgence vitale hospitalière, voire même décliner qu'elle doit être propre à l'établissement. Les professionnels compétents qui doivent être appelés, pareil, c'est une liste, ça doit être défini et définir aussi au sein de votre établissement un numéro unique qui soit, validé, compris de tous et affiché. Et puis derrière, un plan de formation, qui soit décliné sur l'ensemble des secteurs, visible et communiqué. Du matériel qui soit ad hoc et validé. Alors, ça va aussi bien, du chariot en passant par, les planches ainsi que le contenu, hein. Et puis derrière le contenu, c'est-à-dire la liste des médicaments, des dispositifs médicaux réutilisables avec, les dates de limite de consommation, ou d'utilisation, les gaz, défibrillateurs, la gestion des périmés, enfin voilà, il va falloir définir, pareil d'un point de vue opérationnel, le contenu. Alors, je laisserai parler à nouveau le docteur De Cohen sur la partie, uniformisée, hein, on peut sécuriser, mais il faut vraiment laisser le choix pour les spécificités de service. Le docteur De Cohen vous en parlera. Et puis derrière, côté professionnel, les attendus, c'est agir et tracer en équipe, notamment en termes de visibilité, que le numéro d'appel, ce numéro unique, soit disponible sur le chariot et affiché lisible et visible. Il faut au minimum que ces chariots soient contrôlés une fois par mois et c'est de là que tout à l'heure on vous montrera notamment, notre fameuse, cette grille, hein, d'auto-évaluation que vous pourrez après adapter au sein de vos, secteurs d'activité. Contrôler aussi les défibrillateurs tous les jours, sensibiliser et mettre en place un système de simulation de l'urgence vitale à répétition, à test à blanc, notamment pour l'accueil des nouveaux arrivants. Et puis, former aussi donc le système des nouveaux arrivants, qu'ils soient, médicaux, paramédicaux, et ou les administratifs en cas d'alerte. Christophe? Oui, rien de plus à rajouter. Je pense que la case qui manque souvent, dans tous nos établissements, c'est de tester à blanc. Dire voilà, faire un appel d'urgence vitale, de voir comment ça répond, comment les gens s'organisent et effectivement faire de la simulation en équipe, dans le service sur comment je prends, une détresse vitale, en charge. Merci Christophe. Dernier point sur les observations terrain. Dernier point donc sur les observations terrain, donc s'évaluer régulièrement en équipe, c'est vraiment un gage de sécurité.
Donc, il y a des outils types comme la checklist, des tests à blanc, hein, comme l'a dit le docteur de Cohen, désigner un évaluateur à tour de rôle, discuter en équipe pour agir et corriger suite à des simulations à blanc ou des tests à blanc, grille d'observation qu'on vous mettra. Et puis derrière, si le chariot a été utilisé à blanc ou vraiment utilisé dans le cadre d'une EVIH, d'une urgence vitale, absolument débriefer en équipe, faire du retour d'expérience. Vous pourrez développer donc d'autres réponses et on fera un focus, vous verrez dans la grille, il y a un focus sur l'HAD, et notamment la gestion au domicile du patient. Je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on ouvre le chat si vous avez des questions, avant de laisser la parole donc au docteur de Cohen pour rentrer encore un peu plus dans le sujet. Donc normalement, tout le monde a accès au chat, à la conversation en ligne, si vous souhaitez donc nous poser des questions. Et donc normalement, le portail est ouvert. Alors je regarde. Pas de questions. Non? Ah, bonjour. Concernant la simulation, il s'agit de faire des exercices en conditions réelles? Christophe? Ah, conditions réelles, oui, conditions réelles, mais pas malade, pas en arrêt ou malade, pas en urgence vitale. C'est juste pour voir si la chaîne fonctionne. Ça, c'est rien que sur la chaîne, c'est-à-dire j'appelle, est-ce qu'on a une réponse à l'appel? Est-ce que l'appel est là? Est-ce que les Mmh, soignants, voilà, savent réagir, savent charger le chariot d'urgence? Et puis après, on peut très bien faire de la simulation sur un arrêt cardiaque avec un mannequin en plus et dans ce cas-là, on a tout fait. Voilà. d'accord. Je regarde si on a d'autres questions. Ah, ça y est. Ah, il suffit toujours d'une personne qui pose une question pour que derrière alors, nous sommes en hôpital de jour, psy, sans, pharmacie à usage intérieur. Alors ça la vérification du cercle d'urgence est-elle nécessaire tous les mois ou tous les 3 mois? Avec retrait des dispositifs périmés. Logiquement, c'est tous les mois. Je suis d'accord, Christophe, il y a pas de différence, hein, je pense. C'est pas parce qu'on est, sur tel ou tel secteur ou dans un secteur de médecine ou enfin voilà, hein, il faut pas faire de différence et d'ailleurs, il faut habituer l'ensemble de l'équipe, quel que soit le secteur, à mettre en place la même fréquence et la même occurrence dans les tests et dans les simulations et dans les vérifications. J'ai une autre question, docteur. Nous n'avons pas toujours un médecin sur place. Nous avons prévu le numéro unique, le 15, et cela n'a pas été, validé en certification. Alors vous, en tant qu'expert visiteur, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Je ne sais pas quelle est la structure de l'établissement, comment est-il, organisé? On peut très bien voir un numéro d'urgence vitale la journée et un pour la nuit, hein, ce sont des choses qui peuvent se voir. C'est-à-dire que, la journée, on a un vrai numéro d'urgence vitale, propre à l'établissement et la nuit, parce qu'il y a pas de médecin sur place, on peut très bien avoir le 15. Voilà. Mmh. Mais ça doit être écrit, la procédure. Ce qu'il faut, c'est que la procédure soit écrite et que la procédure soit connue et appliquée. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a un établissement qui dit: «Voilà, si je n'ai pas de médecin anesthésiste réanimateur sur place la nuit, le 15 peut-il être le numéro unique?» Effectivement, il faut que ce soit procéduré et connu de tous, en fait, hein. Mais il n'y a pas que des anesthésistes réanimateurs qui Oui. savent réanimer quelqu'un, hein. Il y a voilà, c'est après tout dépend de la configuration de l'établissement. Après une autre question, nous avons un numéro unique pour les urgences lorsque les médecins sont présents sur l'établissement. Néanmoins, lorsqu'ils sont d'astreinte, il y a un numéro raccourci qui n'est pas le même que le numéro d'urgence. Est-ce un problème? Nous sommes une clinique SMR, donc pas de présence physique des médecins H24. C'est compliqué.
À la limite, il vaut mieux une partition. La journée, c'est tel numéro d'urgence vitale et la nuit, c'est le 15. Pourquoi pas? D'accord. Mais c'est des situations compliquées, mais je comprends aussi la complexité pour l'établissement. Mmh, mmh, mmh. Alors, il y a une question, toute simple. Quelle fréquence pour la formation des professionnels déjà en poste? Bah, la FGSU, c'est 3 ans normalement, hein, tous les Ouais. 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est que la FGSU, c'est les gestes de premier secours. Du coup, alors, il y a une question médico-sociale, on y reviendra en dernier, on y viendra pour clore ce premier échange. Toujours en hôpital de jour en psy, donc le quinze est-il envisageable comme numéro unique? Ouais, le 15, oui, on peut dire c'est le numéro unique puisque c'est le numéro Ouais, que fait toute la population. L'idée aussi, c'est de ne pas noyer le 15 pour des choses qui peuvent être c'est faites dans ça. des établissements où on a les moyens. Mmh mh. Et donc du coup, l'autre établissement nous répond, hein: «Tout est procéduré, connu des équipes, mais cela n'a pas été validé». Donc voilà. Après, je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire avec les centres 15 justement et les établissements médico-sociaux pour savoir qui intervient où et comment. Mmh. Mmh mh, mmh. Il y a un établissement qui nous dit, voilà, «Est-ce que les exercices de simulation sont-ils à écrire en amont pour le valoriser en certification et tracer le retexte?» Alors moi, si je prends ma là, je vais prendre ma casquette de qualiticien, je réponds: «Oui». En fait, ces scénarios, ce type de scénario est à rédiger, hein, notamment parce que c'est une évaluation des pratiques professionnelles, c'est à rédiger, puis après vous faites un rétexte classique, de simulation et oui, c'est à tracer qui a fait quoi et cetera et c'est même, éligible au DPC. Il y a quelqu'un qui note: «Pour moi, l'actualisation FGSU est à réaliser tous les 4 ans. Vous avez dit 3 ans, cela a-t-il changé?» Alors ça peut Non, être il faut revérifier, mais bon. on va vérifier, mais pour Ce qui est nous, à ma connaissance, important ce qui est on était à important, 3 ans. c'est Mmh, pas 2, 3 ou 4 ans, c'est ouais, que, vous puissiez fournir le fait que vos soignants régulièrement ont une, ouais, remise à jour de leur, voilà. Si c'est 3 ans et demi alors que ça doit être 3 ans, c'est pas un drame. Si maintenant, on ah, retrouve dans un service, 4 à 5, la moitié du service dont les soignants n'ont pas eu de formation depuis 5, 6 ans, ça passera pas bien, quoi. c'est ça. Alors je vois Oui, que no effectivement, les textes, c'est 4 ans. Enfin, en tout cas, 4 en ans, tant que formateur FGSU, c'est tous les 4 ans qu'on forme, 4 ans. les soignants, avec les niveaux 1 et les niveaux 2. Alors 2 dernières questions. Le DEA doit être vérifié tous les jours? Point d'interrogation. Ça dépend du type de DEA, mais en règle générale, de plus en plus, ces gens sont équipés de défibrillateurs semi-automatisés qui clignotent. Et en fait, le fait qu'ils clignotent et qu'ils aient la capacité de sonner quand ils n'ont plus suffisamment de batterie, font qu'ils n'ont pas besoin d'être, entre guillemets «vérifiés» tous les jours. Ça, c'est pour les DSA semi-automatiques. Par contre, les autres défibrillateurs, anciens, voilà, tels qu'on voit encore avec, palette et machin, il y a théoriquement une vérification, journalière. Et enfin une dernière question, alors qui est très intéressante, mais encore une fois, tout dépend de la structure. L'organisation de la gestion des urgences est-elle identique dans le médico-social? Alors, je vais avant de laisser la parole au docteur De Cohen, je vais quand même répondre à quelque chose, je vais répondre sur 2 volets. Le premier volet qui est, notamment dans le manuel, d'évaluation externe médico-sociale, il n'y a pas, d'impératif, sur ce critère. Donc voilà. Toutefois, de plus en plus de structures, médico-sociales sont couplées à des structures du sanitaire et vice versa et donc les évaluateurs ne comprendraient pas qu'on dissocie, d'un côté, le sanitaire et qu'on ne ferait pas pareil pour le médico-social. Donc voilà, ça c'est une première réponse et puis après donc je laisse la parole au docteur De Cohen à ce niveau-là. Bah, tout dépend, oui, effectivement, pour le médico-social,
Après, tout dépend la structure où elle se trouve, l'éloignement, l'encadrement médical qui existe à l'intérieur de la structure, c'est ça qui va faire la Mmh. différence. Dans tous les cas, il faut une procédure. Que cette procédure tombe sur le 15 et qu'elle se justifie parce que l'établissement est éloigné de tout, parce que la typologie de patient est particulière, voilà. Après, si l'établissement est au sein d'un établissement de santé, standard, Mmh. il tombe sous le coup de l'urgence vitale de l'établissement de santé standard. Et après, on a toute la gamme possible. L'idée là-dedans, c'est qu'il y ait une vraie réflexion. Mmh. Voilà. Si Mmh. déjà face aux experts visiteurs, l'établissement est capable de dire: «Oui, oui, ce point-là, on l'a réfléchi, voilà ce qu'on a, mis en place», et que c'est connu des soignants, je trouve que ça va être déjà difficilement critiquable. Ça va peut-être amener à des questionnements d'experts: «Ah, pourquoi ceci? Pourquoi cela?» OK, mais Mmh. c'est défendable parce qu'il y a eu une réflexion. Le but, c'est qu'il y ait une réflexion et la mise en place d'un process. Voilà, et d'un process qui soit le plus proche de ce qui est demandé en référentiel. Voilà, D'accord, donc si je résume, il faut que le risque soit maîtrisé, en fait, quelque part, hein? voilà. Il faut hein? C'est ça, voilà, et que ce soit connu de tous et que ce soit maîtrisé. Je vous laisse la parole, docteur, sur la partie évaluation, Ouais. notamment, Alors heu les questions qui vont être posées par, l'équipe qui va venir, faire la visite de certification, ça va être d'abord la connaissance du numéro, c'est-à-dire on souhaite un numéro unique. Connu de l'ensemble des soignants. La discussion sur ce numéro unique, elle apporte des fois un petit peu, à interprétation parce que, par exemple, pour les centres qui ont des enfants, il y a des fois un numéro spécial enfant, ce qui peut s'entendre, à condition que les soignants sont capables de bien faire la différence entre les 2 numéros. Voilà, donc on peut très bien avoir un numéro, adulte, et général et un numéro enfant. Qu'il faut pas, ce que moi j'ai déjà vu en visite, hein, c'est sur le chariot d'urgence, 3, 4 numéros de TSI, un coup c'est avec réanimateur, le gynéco-obstétricien, le pédiatre. Bon, ça c'est voué tout de suite on a compris qu'on en appelait un, si l'un répond pas, on appelle l'autre, si l'autre répond pas, on appelle le troisième. Donc on a tout de suite compris qu'il y a un problème. Voilà, donc il y a un numéro unique. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est à vous de tester votre chaîne, mais c'est vraiment dans les établissements de santé, le numéro unique qui a sa place. Voilà, et donc le corollaire, c'est mise en place générale du dispositif ou particulier sur certains secteurs. On peut très bien comprendre sur des secteurs de pédiatrie qu'on ait les 2 numéros. Modalité de gestion des dispositifs médicaux et médicamenteux, bah, il faut qu'il y ait, et ça va avec la deuxième, un comité qui se penche sur le contenu, des chariots d'urgence, sur, la façon dont on suit effectivement les matériels. Qu'est-ce qu'on met? Pour qu'on ait une uniformité. L'idée, c'est que la personne qui va monter pour, l'urgence, ça a du sens, hein. La personne qui va monter pour l'urgence vitale, elle sait que dans le chariot d'urgence, elle va trouver ça, ça, ça et ça. Et elle peut, en guidant la réanimation, dire: «Ça se trouve tel casier, ça se trouve là-bas», voilà. Donc on a ça permet de rendre les réanimations beaucoup plus faciles. Effectivement, une fois qu'on a, dressé la composition des chariots, la manière d'obtenir les matériels, ben il faut une liste pour pouvoir cocher si dans le chariot on a bien tout ce qu'on a et si, les périmés sont réalisés. Une vigilance dans les frigos effectivement parce que très souvent dans les frigos, il va y avoir, le curare nécessaire. Boîte inscrit avec médicaments réservés aux UV, et très souvent, ce médicament va être un médicament à risque, donc faut pas oublier qu'il ait sa petite étiquette. Voilà, et bien séparer des autres médicaments, qu'on puisse se trouver facilement, parce que toujours quand on est dans des situations d'urgence, c'est toujours la panique, c'est pas forcément celui qui connaît qui va aller chercher au frigo, donc il faut que les choses soient propres
claires et nettes et qu'on les trouve facilement. L'autre question auprès de la gouvernance, c'est comment sont formés vos professionnels. Donc, on va déjà aller sur la FGSU, mais on peut très bien s'intéresser sur la simulation et on peut très bien s'intéresser aussi au fait de, ben voilà, est-ce que vous avez une traçabilité du nombre d'appels d'urgence vitale? Est-ce que vous faites un travail sur les vrais appels, sur les faux appels? Est-ce que vous revoyez un petit peu, parce que c'est toujours le gros défaut, l'urgence vitale, on arrive dans un service, on fait la réanimation, le malade part et puis, ben voilà, on s'arrête là. Et effectivement, le retour d'expérience, le fait, de débriefer avec l'équipe qui a eu l'urgence vitale dans son service, c'est un point clé parce que ça permettra aux professionnels du service de se remettre, et d'avoir une formation supplémentaire et ça permettra à l'équipe d'urgence vitale de dire: «Bah, voilà, on était embêtés, il manquait ceci, il manquait cela». On laisse tomber un petit peu, tout ce qui peut exister dans l'urgence pour en reparler un petit peu après. Toujours pareil, donc ça, c'est les questions auprès de la gouvernance et derrière, il y a des questions auprès des personnels. Ces questions, elles arrivent quasiment dans toutes les méthodes d'investigation. Donc, que ce soit du parcours, patient, du patient traceur, du parcours traceur, à chaque fois dans les observations, on retrouve la question, du dispositif des urgences vitales. Donc, c'est la question personnelle: «Si je m'effondre là devant vous, qu'est-ce que vous faites?» Et donc on attend à ce que le numéro d'urgence vitale, puisse être, donné. La connaissance des signes, pour quel quand vous appelez l'urgence vitale, de façon à voir si le personnel est capable de faire la différence entre un appel au médecin du service sans urgence particulière et ce qu'on appelle une urgence vitale. Alors elle peut un peu varier. Certains vont dire: «C'est un arrêt», voilà. D'autres vont dire: «Ben non, c'est la détresse respiratoire». Les deux réponses sont «bonnes» entre guillemets, voilà. Il vaut mieux appeler par excès et qu'il y ait un travail après, sur justement ces appels d'urgence vitale, plutôt que, de ne pas appeler. Quelle est la conduite à tenir? Ben voilà, c'est ce qui est marqué, hein. Est-ce que, voilà, dans quelles conditions on arrive pour l'urgence vitale? Diapositive suivante. Alors, la question aussi qui va être posée aux soignants et non soignants, c'est-à-dire, toute l'équipe entre guillemets, «Connaissez-vous la procédure d'alerte? Avez-vous eu des formations? Quand avez-vous réalisé des exercices?» Et puis, bah, la question type, hein, voilà: «Si je m'effondre, que faites-vous?» Bon, ça, c'est des questions qui peuvent être posées, au décours des différents outils utilisés par les experts visiteurs. Donc là, sur la reconnaissance, là, la définition un petit peu, hein, des patients en situation de détresse, hein, donc on n'est pas tout à fait à l'arrêt, cardiaque, hein, on est vraiment, dans des situations voilà, patients où la vie est en danger imminent, voilà. Diapositive suivante. Donc on est sur les tests d'évaluation. Cédric, c'est peut-être toi qui reprends la main ou c'est encore moi? Ton micro, Cédric. Tu as pas ton micro, Cédric? Pardon, merci. J'avais laissé pour éviter du bruit de fond. Merci Christophe. Oui, donc on vous a effectivement sur les évaluations du dispositif d'alerte. Effectivement, on vous a donc construit une grille, notamment pour pouvoir évoluer votre dispositif d'alerte, évaluer le dispositif, notamment au niveau du matériel qui est en place, mais aussi évaluer la prise en charge de l'arrêt. N'oubliez pas aussi, hein, notamment, hein, que comme l'a dit, le docteur de Cohen, à chaque fois que vous avez fait même des tests à blanc ou même, en réel, de faire derrière une, analyse, un retour d'expérience ou en amont, d'évaluer en fait les événements indésirables. Si, je sais pas, il y a un défaut de fonctionnement du téléphone du numéro unique, lorsqu'on a évalué le chariot et qu'il y a eu donc des non-conformités ou qu'on a trouvé des périmés et cetera et puis et avant tout, comme l'a dit le docteur de Cohen, il faut que le process soit toujours mis à jour et il soit communiqué à l'ensemble des équipes,
hein. Toute modification ou tout système qui a été modifié, notamment dans le cadre du chariot d'urgence, doit être connu et maîtrisé par l'ensemble des équipes. Donc voilà, alors on vous propose cet outil que je vous partage tout de suite. Voilà. Donc nous avons du coup réuni avec des soignants. Nous avons donc créé une fiche. Alors je regarde mes collègues pour savoir si ça s'affiche bien. Voilà, c'est bon. Donc on vous a créé donc un fichier Excel, alors sur lequel ça vous permet donc de réaliser votre auto-évaluation qui peut être fait à 2 ou 3 mains avec le responsable du secteur, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe paramédicale et médicale. Donc vous retrouverez dans la première colonne, dans l'une des premières cases ici, le secteur et le nom de l'auditeur. Vous mettez la date. Fréquence d'évaluation minimum 1 fois par mois. Et dans l'idéal, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes. Et ça permet du coup, avec cette équipe d'auditeurs au sein d'un secteur, voire même en audit croisé, de pouvoir du coup, après, échanger sur les pratiques. Ici, vous retrouvez donc la grille d'observation, les objectifs qui sont à atteindre. Derrière, on vous a remis le numéro de critère. Alors quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est un critère impératif. Oui, ça veut dire que c'est bon, c'est fait, c'est maîtrisé. Et non, c'est non maîtrisé en termes de gestion du chariot d'urgence ou du sac d'urgence. Voilà. C'est de l'observation terrain, donc c'est facile. Alors, il y a une première partie qui va se situer sur l'établissement. Est-ce qu'on a mis en place, par exemple, un comité de pilotage? On vous a remis quelques commentaires et des éléments qu'il faut impérativement retrouver. Le point sur le numéro unique d'urgence vitale. Voilà, des points comme par exemple ici, d'un point de vue opérationnel, hein, le chariot est aisément et rapidement accessible aux professionnels. Accessible aux professionnels. Il arrive parfois et souvent qu'on le retrouve encore des chariots d'urgence avec un drap dessus. On ne sait même pas que c'est le chariot d'urgence. Il est mis dans le fond. Souvent, il y a un lit qui est devant ou il est mis au niveau des évacuations. Pareil, donc ça, c'est à proscrire. Il faut vraiment qu'il soit lisible et visible par tous, ainsi que le numéro de téléphone. Le circuit des commandes et réapprovisionnement est défini. Voilà. Et puis, alors, je ne vais pas vous relire la grille complètement. Vous vous l'appropriez, après, vous l'adaptez en fonction de vos secteurs. Mais voyez, ici, des mises en situation se réaliser avec retour d'expérience. Donc voilà, donc ça c'est côté établissement, côté organisation. Dans les services de soins, nous sommes rentrés un peu plus dans le détail opérationnel. Et donc voilà, on retrouvera des questions. Est-ce que le chariot d'urgence est aisément et rapidement accessible aux professionnels concernés? La dotation du chariot d'urgence est complète et elle est formalisée. La bouteille d'oxygène est pleine, elle est présente et à proximité immédiate de celle-ci, c'est-à-dire qu'elle soit, voire même fixée pour éviter tout risque et de se la prendre sur les pieds. Le chariot est scellé et le numéro correspond à celui indiqué sur la fiche, par exemple. Les motifs d'ouverture sont retrouvés. À ce titre d'ailleurs, vous pouvez aussi travailler sur les motifs d'ouverture du chariot d'urgence. Alors, il faut indiquer déjà le motif d'ouverture. Ça peut être soit pour révision des périmés, revoir la dotation, revoir la procédure, mais il a pu aussi être ouvert parce qu'il a été utilisé soit en simulation, ou soit parce qu'il y a vraiment une utilisation dans le cadre d'une urgence vitale. Dans tous les cas, ces motifs d'ouverture peuvent être analysés en équipe sous la forme d'un briefing-débriefing, tous les trimestres par exemple, et on peut faire le point comme ça en équipe. Autre question qui peut être posée, le chariot d'urgence est vérifié par les différents professionnels, ce qui permet, et notamment un système de rotation, ce qui permet d'impliquer l'ensemble de l'équipe, équipe de jour, équipe de nuit, le week-end, etc. Et pas forcément toujours les mêmes personnes. Et puis on a des questions, notamment ici, on retrouvera notamment sur le nettoyage ou le bio-nettoyage, est-ce qu'il est propre, nettoyer une fois par mois, il peut y avoir des fois des ampoules cassées ou autres, enfin voilà. C'est des choses que vous retrouverez et notamment, on a remis un point ici sur les produits thermosensibles. Attention, comme l'a redit le docteur de Cohen, certains produits thermosensibles sont dans le frigo et pas dans le chariot. Et il faut que les équipes aussi soient au courant que ces produits thermosensibles dans le frigo soient accessibles et dédiés uniquement à l'urgence vitale.
On vous a mis ici un focus en 4 critères sur l'hospitalisation à domicile. Notamment, vous savez que l'hospitalisation à domicile, c'est l'hôpital qui est au domicile du patient, mais en même temps, il ne faut pas être dans le sur-hôpital au domicile du patient, il faut que ça reste le domicile du patient. Je paraphrase ma collègue Noël Vidal à ce niveau-là. Le patient donc, a-t-il un numéro à sa disposition avec des consignes précises, quel numéro il doit appeler en cas de problème. Et c'est l'établissement, en fait, derrière, c'est la structure qui va déclencher l'urgence. Un sac d'urgence est disponible dans le véhicule, donc disponible et accessible, ni trop lourd, etc., qui permet d'être utilisé, qui permet d'être efficace. On retrouvera notamment à nouveau sur les conditions de stockage et les conditions de transport. Derrière, vous faites la somme des oui et des non, ce qui vous donne un score. Vous mettez le score que vous voulez, soit en pourcentage, en notes, etc., ce qui permet après, dans votre système d'évaluation des pratiques, de pouvoir analyser les points forts, vos points forts et les points améliorés. Et derrière, par contre, dès lors où vous avez mis non dans une case, il faut absolument agir et tracer que vous corrigez tout de suite le tir. Dans l'idéal, on n'est pas dans un monde idéal, mais dans l'idéal, il faut tendre ici vers 100%. On est bien sur l'urgence vitale intra-hospitalière. Alors, je vais regarder sur les questions, si nous avons des questions. Alors le DEA. Alors, nous organisons des simulations régulièrement sur notre site, mais n'avons pas de scénario écrit. Devons-nous les rédiger SVP? Alors non, c'est pas une obligation. C'est mieux de pouvoir parfois rédiger des scénarios et de les renouveler pour éviter que ça parte des fois dans tous les sens. Voilà. Bonjour, dans une petite structure, si le sujet des urgences vitales est traité en CODIR et en COMEDIMS, et avec un copil, est-il tout de même nécessaire? Non, 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 ça n'a rien de nécessaire. En fait, du moment que les responsables se sont réunis, ont validé ensemble, comme l'a dit le docteur de Cohen, du moment que le process est validé par les responsables, quel que soit le niveau de gouvernance et de structure, si ça dépend d'une structure à une autre, ça peut changer, du moment que c'est validé collectivement d'un point de vue organisationnel et opérationnel, peu importe après, que vous ayez un groupe de travail, un COPIL, que ce soit même validé en CODIR, peu importe, validé en CME, que ce soit travaillé par un groupe de la CME, peu importe, du moment que ce sujet est traité et travaillé, a été validé, que le process est validé depuis la gouvernance jusqu'au niveau opérationnel. Alors, un des critères est pas de produit périmé inférieur à 6 mois. Quelle est la justification? Travaillant sans PUI, notre pharmacien d'officine nous fournit des stylos d'Anapen avec une date de validité de 6 mois. Je ne sais pas, Christophe, tu auras une réponse à ce niveau-là? Alors, pas de produit périmé inférieur à 6 mois. Je sais pas si c'est dans les critères vrais du manuel de certification, mais bon, bah oui, si vos stylos sont proches de la péremption, que c'est noté et que vous l'avez vu, pour moi, ça me pose pas de problème. Ce qu'il faut pas retrouver, c'est des stylos périmés, quoi. Voilà, c'est tout, mais je trouve que de temps en temps, on va des fois un petit peu trop loin, quoi, faut pas non plus, voilà. Ce qu'on veut, c'est pas trouver de périmé. C'est sûr que, si on ouvre le chariot d'urgence et qu'on trouve un stylo qui, doit être périmé, en septembre et on est en septembre, ça me fout mal, quoi. Et s'il est périmé en décembre et qu'on ouvre le chariot en septembre, ça me pose aucun souci, franchement. Madame Vidal? Ouais, je pense que c'est plutôt par Ouais. rapport au turnover dans les certains établissements. Si on voit que dans son chariot, ça se périme, on remet en circulation pour que ça reparte sur des services de réa ou de cardio, et cetera, pour pas que le produit soit perdu, en fait. Si on l'enlève à M-1, le temps que ça repart dans les circuits, il risque d'être utilisé, enfin, il risque de plus être utilisé, mais partir directement à la poubelle. Pour moi, c'est plutôt ça pourquoi c'est mis 6 mois, à mon avis, c'est plutôt pour ça.
C'est ça, il y a une partie sur le risque d'utiliser un périmé et il y a une autre partie sur le risque financier, on va dire comme ça, et de devoir jeter des produits, médicaments ou autres, hein, de devoir jeter des produits, ou voire même dans certains cas, hein, de devoir repasser en stérilisation. Hein, le coût de DMR qui repasse en stérilisation, ça aussi c'est un coût humain et de consommable. Donc voilà, donc la justification est plutôt sur 2 champs, la gestion des périmés et puis une démarche un peu éco-responsable pour éviter de perdre des produits. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non? Bien. Donc on vous fournira la grille d'observation du chariot d'urgence, hein, elle sera à disposition en version modifiable, comme ça vous pouvez l'adapter ou l'intégrer dans votre système qualité et l'utiliser au niveau de par l'ensemble des professionnels. Les fiches pédagogiques et l'évaluation de l'urgence vitale en établissement, vous la retrouverez en ligne sur le site du réseau santé qualité risque. Et puis, elle est aussi téléchargeable et accessible en termes de lecture et facilement discutée au sein des équipes. Voilà, je pense si vous n'avez plus d'autres questions, je regarde. Si vous n'avez plus d'autres questions, nous pouvons Docteur De Cohen, encore un point important à donner? Non, non, il n'y a plus de. Je crois qu'on a balayé un petit peu ce critère qui fait un webinaire assez court, mais qui est toujours sujet à discussion des cours, des visites de certif, ça c'est clair. Côté actualité, ici, on vous a remis les dates, hein, il reste encore donc côté formation au niveau du réseau santé qualité. Eh bien, pour toute la partie simulation, on va se retrouver donc en 2024. Voilà. Sinon, ça va être sur demande. On a mis en place ici une nouvelle formation sur les pannes informatiques et comment savoir réagir. Il y a encore quelques places disponibles pour la mi-décembre. Connaître et maîtriser les risques en secteur médico-social, pareil, hein, c'est sur demande. Il y a encore quelques places de disponibles, même demain, si vous le souhaitez. Sur les bonnes pratiques d'identito, le prochain webinaire, c'est le 7 décembre. Les risques médicamenteux pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées, on vous a remis les dates, c'est complet. Le 16 novembre, il reste quelques places du côté de Berck. S'approprier le dispositif d'évaluation des structures médico-sociales, évaluation externe. On se retrouvera donc ici le 23 novembre sur BOV et puis derrière la prise en charge médicamenteuse, c'est complet. C'était complet, c'était au mois de septembre. Vous pouvez donc contacter Mélanie Chatry pour toute la partie formation, si vous le souhaitez. Alors, que proposez-vous? Il nous reste une autre question. Alors, le 7 décembre, il y aura la journée régionale de sensibilisation aux nouveaux manuels d'évaluation pour les secteurs, pour les établissements médico-sociaux et médico-sociaux, avec donc l'Agence régionale de santé, la Haute Autorité de santé, le CREAI. Ce sera en webinaire en début d'après-midi, avec donc l'ensemble des agences et de nos partenaires. Sur le site de l'ARS, vous trouverez donc le prix qualité avec la première dotation, c'est une dotation de 5 000 €, donc pour un prix, donc pour une démarche qualité qui est innovante avec un impact sur les professionnels, l'établissement et les patients. Et donc vous pouvez concourir avec un prix qualité qui est de 5 000 €. Et puis il y a aussi des prix de 3 000 € pour les deuxièmes ou d'autres prix innovants. Vous nous retrouverez, on vous a mis l'ensemble des coordonnées téléphoniques. On vous rappelle que nous avons 2 antennes, une qui est dans la Somme à Amiens pour la partie sud, qui est donc Noël qui anime cette antenne, et puis au nord sur Armentières. Donc vous avez l'équipe du réseau aussi santé qualité. Et on vous a remis l'ensemble de nos coordonnées pour nous joindre. Voilà, donc la semaine sécurité du 9 octobre au 16 octobre. Je vous remercie. Il restait une dernière question. Que proposez-vous en lien avec la semaine sécurité patient pour rendre nos patients acteurs dans les prises en charge des urgences vitales? Je n'ai pas très bien
compris la question. Que proposez-vous en lien avec cette semaine Alors, sécurité pour en... Oui, Christophe, vas-y. bah, une malade qui fait son arrêt pour qu'il Ah crie oui, qu'il est à faire son arrêt, ça va être compliqué. En revanche, un truc qu'on n'a pas et que personne n'évoque, mais effectivement, certains établissements de santé pourraient proposer des formations de secourisme aux mmh, patients. Voilà, ça, ce serait pas idiot, mmh, mais ça rentre pas tellement dans le cadre urgence vitale en soi. tout à Peut-être fait. en médico-social. Mmh. Peut-être en médico-social, selon l'état des patients, voilà, il y a peut-être des choses ou en SSR, il y a peut-être des choses, mais là, bon, ça me paraît compliqué. Ou alors, Mais on a, il y a un autre point auquel je pense aussi, hein, c'est les patients qui sont avec leur fiche bleue, les fiches sur lesquelles on a, leur identité, mais aussi certains médicaments à risque et certaines pathologies. Et lorsque ces patients donc arrivent aux urgences, on a déjà, sur leur fiche le détail, de leur pathologie qui peut justement, participer, dans le cadre d'urgence vitale à une meilleure prise en charge aussi. Ça peut être ça aussi. Docteur? Ah, donc on a perdu notre docteur. Bien, Non, non, mais c'est vrai que le fait d'informer les patients sur les risques, auxquels il peut être éventuellement soumis, c'est pas inintéressant. bien, bien. Je vois qu'il y a plus de questions. Bah, écoutez, je pense que nous pouvons, clore cette intervention. Je remercie, l'ensemble des participants. On est quasiment monté à quasiment à une centaine de personnes, un petit peu moins. Donc voilà, merci à l'ensemble des participants. Vous retrouvez donc les replays ainsi que les outils sur le site du réseau Santé Qualité. On vous enverra les liens et nous vous remercions donc pour votre confiance et vos connexions et votre confiance lors de cette semaine sécurité patient. Merci, bon après-midi à tous. Au revoir.